Bienvenue à tous. Échec à l'Assemblée nationale de la proposition d'amendement de la Constitution béninoise. Le sujet toujours d'actualité. Et pour l'acte qui aura fait tache d'huile, la minorité parlementaire continue d'être encensée par les uns et vilipendée par les autres. Accusée par les caciques du régime au pouvoir et ses alliés d'être le mal incarné, prêt à tout peindre en noir en termes de gouvernance talent et à saboter coûte que coûte ses bonnes œuvres, elle s'en défend. L'intérêt supérieur de la nation serait le leitmotiv des différentes actions entreprises jusque-là, clame-t-elle à qui veut l'entendre. Mais qu'en est-il réellement ? La question, mesdames, messieurs, est au cœur de votre émission 100% Bénin du jour. Thème en débat, la minorité parlementaire et l'animation de la vie publique. Un combat patriotique ou de l'acharnement politique. Pour nous édifier, l'une des figures de proue de cette force de l'opposition, déjà sur ce plateau, avec nous, Valentin Dianontin est son nom, député. Il est le secrétaire exécutif national des forces Cori pour un Bénin émergent FCBE. Valentin Dianontin, bonjour. Oui, bonjour cher ami. Et merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir. Prêt à nous livrer ce qui se cache derrière chacune de vos actions et options politiques et surtout sans détour. Sans langue de bois. Sans langue de bois, merci bien. Cette émission, mesdames, messieurs, pour mieux donc appréhender certaines prises de position et options de la minorité parlementaire, j'aurai à l'animer avec mon confrère Kodovi Ametonou, déjà prêt pour nous accompagner aussi pendant les 45 minutes. Kodovi Ametonou, à nouveau, bonjour. Oui, vraiment à nouveau, bonjour Joël Tondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs et surtout à l'honorable Valentin Agossou Dianontin que nous avons donc sur ce plateau. Comme vous l'avez dit, Joël Tondi, la proposition d'amendement aurait pu donc passer telle une lettre à la poste. Mais malheureusement ou heureusement, bien la minorité s'y est opposée. La conséquence directe, c'est bien sûr la voie référendaire. Vous l'avez dit, honorable, on a comme l'impression aujourd'hui que vous animez une campagne contre ce référendum alors que c'est quand même prévu par les textes de loi. Alors, merci cher ami. Dire que nous animons, bien nous faisons une campagne pour faire échec au référendum, c'est pas juste. C'est pas juste. Effectivement, c'est ce que j'entends certains collègues du camp présidentiel dire, mais qui n'est pas vrai. Il faudrait que nous puissions restituer la vérité et la réalité des faits. Vous voyez, je suis dans un combat, peut-être que les gens ne comprennent pas. Je voudrais que l'on puisse restaurer un peu l'éthique et la morale dans la politique. Elle n'y est plus ? Pas du tout. Pas du tout. Et c'est ça qui fait que de tout temps, les gens pensent que faire de la politique, c'est mentir. Ou bien faire de la politique, c'est voler. Alors, la réalité des faits, la réalité des faits, c'est quoi ? Effectivement, comme vous l'avez dit, le vote qui a eu lieu le 5 juillet à l'Assemblée nationale, la loi a été votée aux 3/4. Autrement dit, on n'a pas pu avoir les 4/5 pour que la révision par voie parlementaire puisse passer. À ce niveau, la voie référendaire pourrait s'ouvrir. Et pourquoi je dis pourrait s'ouvrir ? Parce qu'à ce jour, nous avons la loi 2011-27 du 18 janvier 2012 portant conditions de recours au référendum. Si nous voulons aller au référendum, il faudrait que nous puissions respecter cette loi-là. Mais tel que les camarades procèdent, c'est un peu comme si ils méconnaissent, soit ils méconnaissent cette loi, ou du moins ils ont une volonté manifeste de violer encore, comme ils en ont l'habitude, cette disposition. Et je vous lis l'article 3. Avant la lecture, oui. Pour la question de mon confrère, oui. Est-ce que la minorité parlementaire est pour l'idée de référendum ou pas ? Nous sommes absolument pour. Et c'est justement ça, parce que vous savez, en avril 2017, il y a eu une première tentative de révision que nous avons bloquée. Mais cette fois-ci, avec notre vote, on les envoie devant le peuple. Et c'est ce que nous voulons. Parce que nous sommes des députés, nous sommes des élus de la nation. Nous ne sommes pas la nation, nous ne sommes pas le peuple. La souveraineté appartient au peuple. Mais c'est une question tellement sérieuse que nous pouvons régler entre les 4 murs de l'Assemblée nationale. Et c'est pour ça que cette fois-ci, nous nous sommes dit, nous avons fait ce que nous avons pu. Il faudrait que le peuple souverain se prononce. Donc nous sommes prêts, nous sommes d'accord pour le référendum. Mais vous demandez nous demandons que l'on respecte les tests. C'est ça, c'est là le problème. Et que disent les tests ? L'article 3. Très bien. L'article 3 dit, le projet ou la proposition de loi référendaire doit mentionner dans son intitulé son caractère de loi référendaire. Doit mentionner dans son intitulé
le caractère référendaire. Or, on m'a dit qu'on aurait déjà transmis au gouvernement la loi qui a été votée, ou la proposition qui a été votée à l'Assemblée nationale. La proposition de loi à l'Assemblée nationale, ce que nous avons voté le 5 juillet 2018, c'est plutôt une proposition d'amendement à la Constitution. Donc différent. C'est une proposition d'amendement à la Constitution. Ce n'est pas une proposition de loi référendaire d'amendement. Je ne sais pas si vous faites la nuance. Oui. C'est une proposition de loi d'amendement. Ici, on doit mentionner proposition. Donc, on peut prendre le même texte, mais en ajoutant le caractère référendaire. Donc, pour dire proposition de loi référendaire. Et qui doit recueillir le même, le même taux. Donc, Et qui mieux, revient devant les élus du peuple. devant les élus du peuple. Mieux, pour mieux comprendre, je viens à l'article 11, qui dit la proposition de loi et la question à soumettre. La proposition de loi et la question à soumettre au référendum sont transmises au gouvernement par le président de l'Assemblée nationale au cours de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale. Au cours de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale. Or, la première session ordinaire de l'Assemblée nationale, c'est à partir d'avril. C'est ça que nous avons clôturé le 6 juillet 2018. Le vendredi. Le vendredi. Autrement dit, le président de l'Assemblée nationale ne pouvait pas transmettre. Donc, même s'il a transmis quelque chose, il a transmis tout, sauf une proposition de loi référendaire. Ce qui a échoué là, ce n'est pas une proposition de loi référendaire, c'est une proposition de loi d'amendement. Je ne sais pas si on se comprend. On se comprend. Autrement dit, il faudrait maintenant que l'on revête cette proposition du caractère référendaire, et ça ne peut être transmis qu'au cours de la première session ordinaire, laquelle ne pourrait s'ouvrir encore que en 2019. Or, le seul souci, c'est quoi? C'est de pouvoir faire la révision avant les législatives de 2019. Donc, il ne dispose plus du temps matériel pour pouvoir le faire. J'ai entendu, malheureusement, certains collègues et des grands responsables de BMP sur certaines télévisions privées dire qu'ils ont la majorité et ils vont réviser oui. Votre loi la loi organique portant condition de recours au référendum. Mais, mes amis, le fait, moi je dis, c'est de la pure tricherie. En quoi est-ce de la tricherie? Les tests sont faits aussi pour ça. Justement, les tests disposent pour l'avenir. Les tests n'ont pas d'effet rétroactif. Et vous voyez, ce qui est même plus grave, ça dit c'est même malsain, c'est amoral. Vous voyez, nous sommes dans une république qui est bien organisée, qui est bien structurée par des têtes de la République. Et nous avons une loi qui date de 2012 et qui définit clairement les conditions de recours au référendum. Et parce que cette loi a des conditions exigeantes qui ne sont pas en mesure de remplir, on se dit parce que nous avons la majorité, nous allons réviser. Je le dis banalement, c'est un peu comme si, là vous êtes là maintenant, vous prenez votre voiture, on vous dit, je ne fais pas une prière du tout, ça ne va pas arriver, et que votre enfant fait peut-être la fièvre, et vous voulez vous rendre rapidement à la maison. Vous vous retrouvez devant un feu rouge. Vous sortez parce que vous avez une rage dans votre voiture, là, vous sortez, vous cassez le feu rouge, et vous continuez. Mais c'est exactement ça. Donc, vous avez dit non parce que vous êtes pressé. Mais c'est ça la loi. Donc, en les envoyant devant le peuple, nous voulons qu'ils aillent devant le peuple. Si le peuple dit c'est bon, on révise la condition, tant mieux. Mais il faudrait qu'on respecte ça. Mieux, je vais plus loin. L'article 10 de la loi organique dit l'exercice du droit de vote est subordonné à l'inscription sur la liste électorale permanente informatisée l'EPI, arrêtée 90 jours avant le scrutin. Ça insinue quoi? Ça veut dire qu'il faudrait que nous disposions de la l'EPI, de la liste actualisée, 3 mois plus tôt. Or, vous voyez, vous m'excusez, la Bible dit chacun moissonnera ce qu'il aura semé. Quel est le lien de ce passage biblique avec les faits? C'est dans Galates 6. Chacun moissonnera ce qu'il a semé. Ils sont en train de moissonner ce qu'ils ont semé. Quoi, nous devrions installer Corse l'EPI en 2017. On a choisi délibérément à l'Assemblée nationale de ne pas désigner nos représentants pour y être. À un moment donné, la minorité parlementaire que l'on tente de clouer et qu'on tente de dire que nous ne voulons pas de référendum, nous avons attiré l'attention, nous avons fait une déclaration devant la tribune. Et l'opinion nationale et internationale doivent avoir ça encore en mémoire qu'on a pratiquement chassé notre représentant devant la tribune pour dire qu'il est en train de mal parler du président de la République. Guy Tokwe en son temps. À un moment donné, un citoyen a saisi la Cour constitutionnelle pour dire, mais écoutez, ces gens-là sont en train de violer la loi parce qu'ils n'ont pas désigné dans les délais requis leurs représentants au COS l'EPI. La Cour constitutionnelle a saisi le bureau de l'Assemblée nationale. On a lu à la tribune
pour dire, bon voilà, la Cour nous a saisi, et le dossier est affecté à la commission des lois, mais commission, prenez votre temps. Vous voyez, oui, nous avons pris notre temps. On nous a donné, on nous a fait une injonction, une date impérative, je sais, le 22 ou 24 décembre, je ne me rappelle plus exactement. Nous avons pris tout notre temps, on n'a pas fait. Et il a fallu maintenant que l'opposition puisse vraiment marteler. On a fini par installer cette cour, le COSLEPI. On aurait dû faire COSLEPI de 2017, qu'on aurait disposé aujourd'hui d'une liste actualisée. On ne l'a pas fait. C'est pourquoi je dis, chacun moissonne ce qu'il a semé. Nous avions semé le mal, ça nous rattrape aujourd'hui. Donc nous ne disposons pas à ce jour d'une liste actualisée. Le COS qui a été installé récemment et qui a été encore mis en cause par la Cour constitutionnelle qui est là, ne va déposer sa liste qu'en janvier 2019. Conséquence, le délai Conséquence encore, les 3 mois, la liste doit être disponible 3 mois avant. Donc si on dépose ça en janvier, il faut attendre alors avril ou mai 2019 avant de pouvoir organiser les élections avec ça. C'est pour vous dire que on ne peut pas techniquement, juridiquement, organiser un référendum avec les dispositions de la loi actuelle avant avril ou avant mars 2019. Et ceux qui disent qu'il y a quand même une liste de substitution, vous parlez du COSLEPI, il paraît qu'il y a une liste qui peut jouer le même rôle que le COSLEPI. Oui. Non, je voudrais que nous restions dans une république. Et je veux vraiment continuer à croire que nous sommes en démocratie, nous sommes dans un état de droit. Je vous l'ai bien dit, on a dit liste électorale permanente informatisée arrêtée 90 jours avant le scrutin. Si les gens ont recours à la LEPI de 2016, ce n'est pas 90 jours avant le scrutin, première chose. Si on a recours au RAVIP, et je suis sûr que c'est ça que les gens sont en train d'insinuer, et vous voyez, tout ça, je dis, je bénis le Seigneur, je rends grâce à Dieu. Lorsque nous avions fait cette loi... Le Seigneur est encore là? Oui, le Seigneur est encore là. Il est l'expression de ma vie. Vous m'excusez, je ne suis pas dans une église, mais c'est vraiment ça, c'est ma source d'inspiration. Vous voyez, quand il y avait cette histoire de la loi sur l'identification des personnes physiques, d'où cette histoire de RAVIP, je crois que j'étais même venu ici, j'étais allé dans beaucoup de radios et autres là, où j'ai dit, mais les gens là nous cachent quelque chose. Vous allez voir après, c'est pour dire que c'est avec ça qu'on ira aux élections. J'ai un collègue qu'on a envoyé qui a suivi mes traces partout pour dire non, j'ai longtemps fait de l'intoxication. Et après, quand la Cour, et c'est ça aussi le problème, quand la Cour a dit c'est avec la LEPI jusqu'en 2021, vous avez vu que les gens ne peuvent pas faire du bruit. Parce que ce qui est caché au peuple, c'est de prendre RAVIP pour aller aux élections, pour faire la fraude avec Safran. Donc si on veut recourir au RAVIP, la loi n'a jamais parlé de RAVIP. Jamais. Alors, si et que c'est pour ça qu'on veut aussi réviser cette loi-là, pour pouvoir introduire, modifier les délais, et dire maintenant qu'il faut qu'on prenne RAVIP, le peuple va aviser. C'est pourquoi je vous dis, ne sommes pas contre le référendum, pas du tout. Non, il ne faudrait pas que les gens continuent de dire que nous sommes contre. Nous ne sommes pas contre. Mais nous voulions qu'on aille au référendum en respectant les dispositions de la loi 2011. Que l'État soit légaliste en peu de mots. Merci. Quand je viens maintenant, ces clarifications faites, en résumé, c'est que aussi bien la majorité que la minorité, tout le monde est prêt pour aller au référendum. Tout à fait. Mais ce qui diffère, c'est la démarche qu'il faut emprunter. Tout à fait. Alors, la minorité, par la voix de Djenontin, spécifie clairement par ici qu'il faut pouvoir respecter les tests qu'on s'est prescrits. Mais on ne va pas oublier quand même, quand je viens maintenant, que les points qui ont amené à consulter déjà les élus du peuple et ensuite le vote pour prendre la directive qu'il faut, qui malheureusement n'a pas pu prospérer. Il s'agit de points très essentiels. Tout à fait. Et là-dessus, on a vu encore les députés émettre quelques réserves. Tout à fait. Quand on parle par exemple de l'abolition de la peine de mort, mais vous ne pensez pas quand même que c'est fondamental et que sur cette question, il n'y a pas de discussion à faire? Mais ça m'étonne. Pas de discussion à faire. Je suis d'accord avec vous. Mais depuis quand a-t-on plus jamais exécuté quelqu'un encore au Bénin ici? 30 ans? 20 ans? 10 ans? Non. Et vous savez, dans notre loi fondamentale, je crois que ça doit être l'article 8, dit que la vie est sacrée et inviolable. La vie est sacrée et inviolable. Et tout le monde reconnaît l'effort que le Bénin a réalisé dans la protection des droits humains et des libertés publiques. Nous sommes pratiquement cités parmi les pays abolitionnistes. Alors, ce qui fait que du coup, même dans notre code pénal aujourd'hui, c'est exclu. Donc, depuis plus de 30 ans,
on n'a plus jamais exécuté. Vous allez à la prison de Mystérité, il y a des gens qui sont condamnés à mort, mais qui n'ont jamais été exécutés. À un moment donné, sous le garde des Sceaux, Élise Bédo, on a dû même prendre une note qu'on a envoyée dans les juridictions pour dire c'est exclu. C'est vrai que ça n'a pas valeur de loi. Mais je vous dis, nous n'avons plus jamais exécuté. Ça ne peut pas être quelque chose qui est si urgent pouvant justifier la révision de la Constitution. Si révision il y a, on va y introduire. Mais ce n'est pas du tout ça qui préoccupe aujourd'hui les Béninois. On n'exécute plus. Et on n'exécutera plus jamais au Bénin, jamais. Et on même plus. À partir du moment où la loi est là, un jour on peut l'appliquer. Non. Dans le code pénal, c'est déjà mis qu'on ne peut plus condamner quelqu'un. Mais le constitutionnaliser, c'est encore mieux. Non, le constitutionnaliser, c'est encore mieux. Je suis d'accord avec vous. Mais je dis, ça ne peut pas être aussi aujourd'hui une préoccupation si urgente, si pressante, pour qu'on dise allons réviser la Constitution pour ça. Non. Non. Parce que le but qui est visé, l'objectif qu'il y a à atteindre, c'est de ne pas exécuter. Et déjà, je vous dis, dans notre code pénal, on ne peut plus condamner quelqu'un à ça. Bon, si cela n'est pas une urgence, ce n'est pas une urgence. Soi-disant en passant, bon. mais donc, vous êtes quand même d'avis que c'est très urgent, la lutte contre la corruption, et que c'est le mal qui fait plomber l'économie de bon nombre d'États africains, le Bénin y compris. Qu'est-ce que vous voulez insinuer par là? Non, je n'insinue rien, je rapporte l'idée qui a motivé bon nombre de vos collègues à inscrire le second point. Entre autres points, les 4, on a évoqué le premier, vous pensez que c'est passé la Cour des comptes, là pour permettre à ce que la lutte contre la corruption soit plus efficace. Ah bon, en quoi faisant? Vous avez suivi vos collègues, oui. Parce que l'absence justement de cette loi fait qu'il y a comme un peu de la pagaille, de la complaisance. Non, vous savez, c'est ça que je dis, il faudrait, ne prenons pas le peuple comme un imbécile. Ah non, mais... non, je suis très sérieux. Ne prenons pas le peuple comme étant un imbécile, ou bien ne prenons pas le peuple comme étant des ignorants qui ne comprennent rien à rien. Vous savez, la Cour des comptes viendra seulement se substituer à la Chambre des comptes. Qui n'a pas été très opérante, parce qu'on ne lui donne pas les moyens, justement. Et c'est ça que j'ai dit. J'ai dit, moi, Genotin Ngossou-Valentin, député à l'Assemblée nationale, j'ai fait une question au gouvernement. Parce qu'ils n'ont pas donné les moyens qu'il faut à cette Chambre pour pouvoir faire les contrôles qu'il faut. Et j'ai demandé au gouvernement de venir devant la représentation nationale, nous dire pourquoi ils ne mettent pas à la disposition de cette Chambre de la Cour suprême les moyens adéquats pour faire son travail. On ne l'a pas fait. Ne me dites pas que c'est lorsqu'on va transformer cette chambre en cour qu'on aura plus de moyens. Encore que là, il faut plus de magistrats. Les magistrats qui nous manquent déjà dans nos tribunaux. On les a déjà formés. Il nous faut plus de ressources financières. On n'a pas le minimum pour la chambre. C'est à la cour qu'on aura le maximum. On n'a pas les ressources matérielles, les bâtiments, tout ça là. Donc c'est vrai que c'est une disposition régionale. Je suis d'accord qu'il faut le faire. Mais mon problème, c'est le caractère urgent que je refuse. Le Bénin n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Ce dont le Bénin a besoin aujourd'hui là. La lutte, comme je l'ai dit, la lutte contre la corruption, on va juger au moins les crimes économiques à partir de là. Mais on a toujours jugé les crimes économiques. On continue. Vous savez, même aujourd'hui, on n'écoute même pas les gens. Moi qui suis ici, par exemple, on ne m'a même pas écouté dans un audit. Et déjà, dans les journaux, partout, on dit que je suis mêlé dans une affaire de coton. On ne m'a même pas écouté. Et vous pensez que c'est parce qu'il y aura la cour qu'on va respecter ça? C'est beaucoup plus le problème des hommes. Non, c'est pas un problème des hommes. Aujourd'hui, j'ai constaté que la lutte contre la corruption dont on parle là, on connaît. Non, écoutez, si je prends mon cas par exemple, vous pensez qu'on va parler du ministre de la Justice dans un dossier de coton, alors que le ministre de l'Agriculture, on n'a même pas parlé de lui. Le secrétaire général du ministère, qui est la personne responsable des marchés publics, personne qui a fait la commande, qui a tout fait là, on les a promus. On est allé chercher même celui qui a la retraite, on l'a promu. Celui qui était là pendant qu'on en parlait, on l'a promu. Vous voyez que celui-là veut lutter contre la corruption? Je vais vous dire. Vous n'y croyez pas? Je n'y crois pas. Je veux bien qu'on lutte contre la corruption. Mais ça, c'est le folklore qui se fait là. Et je vais plus loin. Pour dire la question de la Chambre, M. Kodovi, je vais vous dire exactement ce qui se passe. Aujourd'hui, là, on a modifié la loi qui porte organisation judiciaire au Bénin. Et désormais, vous n'aurez plus jamais les cours d'assises. Sous prétexte que ça coûte trop cher. Et vous savez bien, pour aller à la cour d'assises, c'est toute une procédure, une longue procédure, avec beaucoup d'enquêtes. Même enquêtes, des psychiatres interviennent, des médecins interviennent, des experts, tous les interviennent. On pense que c'est trop coûteux, on a laissé. Et dans le même temps, et c'est au niveau donc de cette cour, la cour d'assises, qu'on juge les crimes. Les crimes. Mais cette fois-ci maintenant, on s'est précipité pour aller créer une cour spéciale des infractions économiques et le terrorisme. C'est des gens qui ont un plan bien arrêté.
Et je dis, au moins, il y a encore des gens qui ont l'esprit de Dieu dans ce pays pour déceler ce qui est caché, les intentions cachées derrière chaque article. Et quelle est l'intention cachée? L'intention cachée, c'est quoi? Lorsqu'on vous parle d'une cour spéciale, tout ce qui est cour spéciale, ce sont des cours d'exception. Et même la cour des comptes dont vous parlez là, c'est le président qui va nommer le président de la cour. C'est le président qui va nommer les conseillers. Alors que nous parlons dans le même temps de l'indépendance de la justice. Vous voyez que vraiment on veut avoir l'indépendance de la justice avec ça là. Et lorsqu'on a créé une cour spéciale pour les infractions économiques, c'est pour dire quoi? On va revêtir d'un vernis de cour, les arrêts, pour dire oui, lui, bon là, il s'habille trop bien là. Vous avez trouvé l'argent pour faire ça. Là, il y a un enrichissement illicite. Lui là, il a acheté une belle voiture. Il a un enrichissement illicite. Donc, on dit oui, on envoie ça. C'est la cour qui a fait le rapport. Encore que, aujourd'hui, on instrumentalise notre justice. On instrumentalise notre justice. Vous avez transité par la justice. Vous êtes. Je dis ce que je parle en le disant, demandez vous n'avez pas un peu de frayeur? Pas du tout. Alors, demandez à tous les magistrats. Est-ce que j'ai jamais appelé un juge? Jamais. Pendant que j'ai été garde des Sceaux, aucun juge ne peut vous dire Djenontin m'a appelé pour nous donner des instructions. Jamais. J'ai respecté. C'est des principes sacro-saints. J'ai respecté ça. Je n'ai jamais, pendant que j'ai été garde des Sceaux, malgré tout ce qu'on racontait sur moi, je n'ai jamais appelé un juge pour lui donner des instructions. Mais aujourd'hui, moi je dis, moi par exemple, je connais beaucoup d'autres. Alors que je n'ai même pas été écouté par un juge, tout ça là. On a déjà arrêté ma condamnation pour dire mandat d'arrêt. Et je connais plein de choses comme ça. Je sais que les décisions sont rédigées quelque part, je sais. Mieux, plus loin. Je vous dis, pensez que vraiment on est encore dans un état de droit, qu'on s'est mis à battre un député dans les couloirs du tribunal, qu'on le déclare fou. Et je vous connais, vous cherchez à dévier les gens de leur trajectoire. Non, on ne veut pas vous dévier, mais on veut comprendre. Je reviens sur la cour. Oui, revenez sur la cour. Je vous dis, si on devrait vraiment avoir une cour indépendante, pourquoi ne pas dire que les collègues magistrats ou bien les membres de la cour vont désigner en leur sein le président? C'est le président qui va nommer. Parce que la dernière fois... Ça garantit seulement... Avec cette désignation, ça garantit l'indépendance déjà? Non, mais ça joue un peu. Au moins, lorsque vous savez que ce sont vos pairs qui vous ont mis là, ça vous donne un peu de garantie. Et vous voyez, ce que je dis là, mais la dernière fois où l'expérience a été faite ailleurs, oui, au niveau de la Sénat, au niveau de ces magistrats, on a constaté qu'ils n'ont pas pu accorder le violon si facilement. L'exécutif en a déduit plutôt qu'il faille prendre les taureaux par les cornes. Très bien. Là, donc, ça veut dire que les magistrats sont suffisamment irresponsables, qui n'ont même pas la capacité de désigner leur père pour aller siéger. En tout cas, l'État n'a pas beaucoup de temps, vous l'avez constaté, qu'il faut aller vite. Oui, et vous savez, l'UNAMA même, dans un communiqué, a reconnu la vassalisation de la justice. Contrairement à ce que le directeur de la communication a dit sur une chaîne internationale, pour dire que ce n'est jamais dans un communiqué, il y a un communiqué où l'UNAMA même a reconnu la vassalisation de la justice. Bref, cela étant, chers amis, je dis que c'est effectivement une norme communautaire. Mais là aussi, vous pensez vraiment que ce qui est urgent aujourd'hui au Bénin, là, pour les Béninois, c'est courir pour aller modifier la constitution pour ça? Je dis, il y a des idées derrière. Il y a des idées derrière, je vous assure tout. Donc, ne sommes pas contre la constitutionnalisation ou la création de la Cour des comptes. Mais je dis, aujourd'hui, là, c'est pas ça qui est l'urgence, je vous assure tout. Honorable, vous voyez toujours des idées derrière, mais est-ce qu'au niveau de la représentativité des femmes, au niveau dans les postes de décision, il y a aussi des idées derrière? Et là, je dis, oh là là, ça, vraiment, c'est le plat de résistance, même ça. C'est le plat de résistance. Accorder la place à la femme, c'est un marché de dupes. Ah bon? C'est un marché de dupes. Et je voudrais que les femmes m'écoutent très très bien. Et vous aussi, je voudrais que les organes de presse, vous jouez à fond votre partition. Vous voyez, on se moque des femmes, même avec cette affaire-là. Comment ça? Oui, je vais vous le démontrer. Vous savez, le Bokono qui vous dit qu'il va vous faire des gris-gris pour devenir riche là, il faut voir comment lui-même il est habillé. Il faut voir son train de vie, ses conditions de vie. Vous savez, une fois encore, vous m'excusez, je vais recourir encore à la Bible qui dit la bouche parle suivant la richesse du cœur. C'est-à-dire? C'est ce qui est en vous que vous sortez. C'est ça que vous sortez. Et la pratique éduque mieux que le verbe. Vous regardez ceux-là qui ont fait cette proposition-là. Vous pensez qu'ils aiment vraiment les femmes? Ils n'aiment pas les femmes? Ils veulent vraiment la promotion des femmes? Ils ne veulent pas non, je prends des exemples concrets. Ok. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, à l'Assemblée nationale, nous disposons de 7 femmes députées. Sur les 7, il y a 4 qui sont de FCBE. 4, donc plus de la moitié, sont FCBE.
Et c'est les FCBE, avec l'ancien président Yaïboni, qu'on accuse pour dire c'est nous qui ne voulons pas de la promotion des femmes. Dites-moi, entre quelqu'un qui, sans loi, sans une loi obligeant les chefs les partis politiques à bien positionner les femmes, nous avons 4 sur 7. Dites-moi, entre nous et eux, qui veulent vraiment de la promotion des femmes. Bon, c'est peut-être un exemple. Je vais plus loin. Bon, allez Je vais plus loin. Au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, nous avons 7 membres qui composent le bureau de l'Assemblée nationale. Dans ce bureau, il y a une seule femme. La seule femme, elle est encore FCBE. Dans ce bureau, vous avez toutes les vous avez l'UN, vous avez PRD, vous avez tout ce que vous voulez. Qui fait mieux? C'est eux, c'est nous. Même encore les 4 femmes que nous avons. Ce n'est pas un fil de hasard, hein. Ça couvre tout le pays. Dans l'Atakura Donga, oui, c'est bien ça. Oui. Nous avons une femme. Mais c'est là où vous avez le numéro 2 du gouvernement, qui a aussi des députés. Il y a des femmes pas mieux. Vous allez dans le Bogoua Libori, nous avons une femme. C'est là où vous allez également un autre grand patron donc, de l'Assemblée nationale. Il y a des députés. Il y a une femme dedans. Vous venez au sud, la zone Ouémé Plateau, où il y a même le président de l'Assemblée nationale qui veut faire cette promotion-là. La seule femme que nous avons qui se trouve au bureau de l'Assemblée nationale, c'est là, c'est FCBE. Vous allez dans le Mono, Koufo, où vous avez le patron de l'UN. Nous avons une femme députée. Il a des députés. Combien de femmes il a? C'est ceux-là qui veulent nous donner des leçons pour la promotion des femmes. Mais est-ce qu'on ne peut pas conclure plutôt que ce choix fait maintenant par les vôtres qui hier n'ont pas su faire poser le pas qu'il faut s'explique par un réveil de leur part à se rattraper sur ceux qui n'ont pas pu faire hier? Joël, je vais plus loin, je vais vous dire. Récemment, nous avons fait des désignations au Coste Lépi. Ceux-là qui se battent, qui veulent faire la promotion des femmes. La mouvance a désigné 5 au Coste Lépi. 5 hommes sur 5. L'opposition a désigné 4 pour Coste Lépi. Une femme sur 4. Qui fait mieux? C'est eux, c'est nous. Pour la désignation à la Cour constitutionnelle, le bureau de l'Assemblée nationale, ce n'est pas l'Assemblée, hein, donc il faudrait que les gens ne fassent plus cette erreur-là. C'est le bureau de l'Assemblée nationale. Ceux-là qui veulent coûte que coûte faire la promotion des femmes. Ils ont envoyé 4 représentants à la Cour constitutionnelle. Il y a une femme dedans. Le gouvernement, le président de la République a dit, lors du premier gouvernement, il a dit que lui n'est pas dans cette histoire de parité. Il a dit de sa bouche. Oui, il a dit de et d'équilibre régional. Il y a combien de femmes? Il a fait gouvernement 1, gouvernement 2, gouvernement 3. Au gouvernement 3, avec tout l'effort qu'on a fait là, on n'a que 4 femmes. Et quelqu'un qui est allé jusqu'à 33% de femmes, Yaïboni est allé jusqu'à 33% de femmes dans ce pays. On pense que c'est lui et les FCBE qui sont contre. La minorité qui a envoyé une femme au Côte Lépi sur 4, les autres non. Récemment, chers amis, ceux qui veulent vraiment faire la promotion. Le mercredi dernier, il y a eu des nominations dans les ministères. Il y a eu 12 nominations. Il y a combien de femmes dedans? À peine 3. Je vais plus loin. J'ai suivi sur une chaîne internationale, Africa 24 pour ne pas la nommer, une discussion sur la révision de la Constitution. Il y a des représentants de l'opposition, des représentants de la mouvance. Et en l'occurrence, le directeur de la communication du président de la République, qui est parti pour faire ce débat sur la révision de la Constitution et sur également la promotion des femmes. Sur le plateau, dans leur camp, j'ai vu une femme et un homme, le directeur et une femme. Il y a une première partie de discussion. La femme a parlé une seule fois. La deuxième phase, la femme a disparu. Et l'animateur a dit, ça, vous pouvez aller faire encore, consulter les archives, c'est seulement la semaine dernière. L'animateur a dit que c'est le directeur de la communication qui a demandé à la femme de ne plus revenir, que lui seul va faire le débat. Voilà ceux qui veulent faire la promotion des femmes. Ça. Alors qu'on est en train de parler, c'est-à-dire, on est parti pour parler de la promotion des femmes, de la révision de la Constitution. Peut-être que... Maintenant, je reviens sur la loi. Oui. Ouais, et c'est là où je dis, mes chers amis, que les femmes fassent beaucoup attention. Je dis, cette loi-là, c'est une injure à la femme. On veut... Vous insistez. J'insiste, c'est une injure grave, monumentale, atroce, violente à la femme. On veut les instrumentaliser, on veut les monter contre nous. Mais dans quel but? La loi, je vous dis, la loi, je crois que c'est l'article 26, qui dit que les femmes et les hommes sont égaux. Oui. Et certains de nos collègues vous disent que oui, on s'est entendu, on a fait des séminaires à grands propos. Et voilà, c'est là où il y a une crise de confiance profonde entre les collègues de la mouvance et les gens de l'opposition. Oui, j'ai dit qu'il faudrait qu'on mette un peu de morale, un peu d'éthique dans la politique. À aucun moment, nous sommes restés quelque part pour discuter de quelque chose en dehors de l'article 26. Et de tout temps, lorsqu'on est toujours venu sur cette affaire de promotion des femmes-là, la Cour constitutionnelle par le parti a dit, en raison de l'article 26, qui prescrit l'égalité des femmes et des hommes,
on ne peut pas faire une discrimination. À un moment donné, le débat a évolué, nous avons dit, faisons maintenant une discrimination positive en modifiant l'article 26. Je vous dis bien l'article 26. C'est ce que nous avons dit. Et à grand propos, on est arrivé... Proposition et mouvance. Et proposition et mouvance. Encore que, bon, il y a même des gens parmi eux qui n'ont jamais voulu même la proposition des femmes. Mais on a fini par dire, bon, on va faire un semblant pour faire quelque chose. Et c'est l'article 26 à grand propos. On a même fait la proposition de loi modificative. Et en ce moment, les gens ont voulu introduire ça. Mais j'ai dit, moi, personnellement, j'ai déjà vu certaines personnes. J'ai dit, mais écoutez, c'était déjà avant avril 2017. Le gouvernement est en train de travailler pour la révision de la Constitution. J'ai dit, ne donnons pas sur un plateau d'or cette opportunité, merci, c'est le mot, cette opportunité au gouvernement pour dire, ah, c'est les députés même qui ont voulu faire la révision, on profite. Gardons ça. Et dès que le gouvernement sera prêt à faire sa révision, nous allons profiter pour réviser. L'article 26. Lorsqu'on le fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va impacter la promotion des femmes dans toutes nos institutions. Sans exception. Sans exception. Pas que l'Assemblée nationale. Pas que l'Assemblée nationale. Au gouvernement, au niveau des... On a combien de préfets femmes? Au niveau là où il y a plus de nominations à faire, là où il y a fait plus de promotions à faire, c'est dans l'administration. Tout à fait. D'accord? Donc cet article permettait cela. Ça permettait ça. Mais nos amis ont laissé l'article 26. Donc ce qui est notre consensus dont on parle là, c'est l'article 26. Ils ont touché finalement à quel article? Ils sont allés toucher l'article 81. Qui dispose, et je vais vous lire, et c'est là où je dis c'est une injure grave aux femmes. Maintenant, si les femmes se laissent faire, ça fait le problème. Donc, il vaut même mieux laisser l'article 26 là, que d'aller toucher un article pour dire que c'est ça, c'est là où on a voulu faire le bonheur des femmes. L'article 81 dit ceci. Vous m'excusez, oh là là. Très bien. L'article 81 dit... La loi fixe, suivez-moi bien, la loi fixe le nombre des membres de l'Assemblée nationale, les conditions d'éligibilité, le régime des incompatibilités, les conditions dans lesquelles il est pourvu au siège vacant. Maintenant, la portion qui concerne les femmes. Elle peut, souligner peut, elle peut... Pas doit. Pas doit, elle peut, c'est une possibilité, ce n'est pas une obligation. Elle peut prescrire des dispositions particulières qui assurent la promotion de l'élection des femmes à l'Assemblée nationale. Je souligne peu, c'est une possibilité et non une obligation, et je souligne des femmes à l'Assemblée nationale. C'est restrictif, c'est uniquement l'Assemblée nationale. D'abord l'Assemblée nationale, ensuite pas de contrôle. Non, c'est uniquement... Mais je vous ai lu, c'est ça qu'on a étudié en plénière. C'est ça. Je ne sais pas si vos amis peuvent faire un zoom là-dessus. C'est bon. C'est peu et à l'Assemblée nationale seule. D'accord? Mais là où je vais dire qu'ils ne sont pas... Je vais dire, bon, dommage, je voulais pas, sinon après ça va être mal interprété ce que je voulais dire là. Mais il faudrait que les gens soient honnêtes avec nous. Parce que partout, on veut nous indexer comme des gens qui sont contre les femmes, des gens qui ne veulent pas qu'on s'est entendu. Je veux dire, on ne s'est jamais entendu sur l'article 21, on s'est entendu sur l'article 26, qu'ils ont laissé. Encore que là même la Constitution, heureusement qu'on a depuis un moment maintenant une cour qui fait des miracles, qui sait interpréter les choses, qui va interpréter autrement. Sinon, la Cour peut encore dire, avec l'article 26, ce que vous dites là, ça ne peut pas aller, même si c'est dans une loi. Mais encore, vous voyez, nos amis, voilà le premier document. Le premier document qu'on nous a donné. Quand on dit oui, on a discuté avec les gens de l'opposition, ils sont d'accord. Non, il ne faudrait pas se moquer de nous. Et je suis très sincère, je suis très furieux en le disant. Pas se moquer de nous. Le document qu'ils nous ont donné, je vais vous donner lecture de ce qui est écrit dedans. Allez-y. Article 21 nouveau. Je laisse les histoires de la loi là. Et je viens sur les femmes. La loi peut fixer les dispositions particulières qui promeuvent la présence des femmes à l'Assemblée nationale et dans les conseils des collectivités territoriales. À l'Assemblée nationale et dans les conseils des collectivités territoriales. C'est ça qu'on nous avait donné. Je ne sais pas quel miracle. Vous voyez comment ils se moquent des femmes? Donc aussi, ça veut dire qu'au moins, à l'Assemblée et dans les conseils communaux, dans les conseils locaux, on peut faire la promotion des femmes. On peut. Mais après, on a enlevé encore la partie conseil des collectivités territoriales. On a enlevé ça encore pour les restreindre à l'Assemblée nationale. Voilà les promoteurs des femmes, ça. Vous voyez comment les gens ont dit? Mais ils ont raison. Je suis sûr que si vous interrogez les 82 députés, peut-être 5
vont pouvoir vous faire même cette nuance. Vont pouvoir vous dire que Comment ça? les gens ne lisent pas. C'est le mal. C'est pourquoi les Blancs ont dit... Ils savent que vous ne lisez pas. Et donc, voilà, on profite. D'abord, ne lisent pas. D'abord, beaucoup n'ont pas l'esprit de discernement. Les gens ne cherchent pas à savoir ce qui se passe. Ils sont omnibulés. À un moment donné, je me demande si les gens ne sont pas envoûtés. Bon, non. Non, franchement, ce qui se passe aujourd'hui là, le silence que j'observe aujourd'hui dans ce pays, je suis sûr et je prie le Seigneur. Je demande à tous ceux qui sont croyants de prier et d'exorciser les esprits impurs, maléfiques qui sont dans ce Vous pensez pays. que le Bénin a besoin de prier? Je suis convaincu parce que je ne peux pas comprendre ce silence. Où je vois même les intellectuels qui se taisent. Je vois tout le monde qui se tait. Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans le pays. Oui, comment les gens ont joué avec nous? On parle ici de l'Assemblée des conseils des collectivités territoriales, dans le premier document qu'on a donné. Avec ces documents, oui, manifestement, alors, on donc, peut dire qu'il y a quelque chose qui s'est il y a passé. quelque chose. Donc, Mais vous permettez que je vous interromps, Oui. on a encore 10 minutes avec nous. Oui. Quand tu viens maintenant avec votre émission, il y a un autre point. Je ne crois pas que là, on s'est joué de vous. Le gouvernement l'a dit clairement, les élections coûtent extrêmement cher. Il faut aller désormais aux élections générales. C'est l'autre point qui a été inscrit et pour lequel, là encore, on a observé une certaine réticence de votre part. Et à la limite, on se demande vraiment si c'est aussi là pour le peuple que vous jouez. Très bien. Je vais commencer par là où vous avez fini. Si c'est pour le peuple. Ouais, quel péché avons-nous commis en demandant aux gens d'aller vers le peuple? C'est le peuple qui nous a élus. C'est le peuple qui a élu le président de la République. Au lieu de nous acclamer, on nous crucifie. C'est bizarre quand même, c'est curieux. Hein? Et les gens se fâchent contre nous pour dire, mais au lieu de faire la révision, et très bien, c'est en une semaine. Ça vous dit? On va faire une révision de la Constitution en une semaine. On a présenté le document à l'Assemblée nationale en plénière un jeudi. La nuit du jeudi au vendredi, on a écrit dans des SMS aux membres de la commission des lois pour dire, vendredi vous vous réunissez, encore qu'il faudrait au moins convoquer la commission 48 heures avant. Vous voyez la violation permanente là. On nous envoie SMS la nuit du jeudi au vendredi pour dire, vendredi on se voit en commission pour étudier la révision de la Constitution. Et jeudi après, on vient en plénière. Et avant de revenir sur votre pour que je ne l'oublie pas, en avril, on nous accusait pour dire oui, vous n'avez même pas, et j'ai entendu même un grand juriste que je respecte, un aîné que je respecte, qui a été avocat, qui a été président de la Cour suprême, qui a été fonctionnaire international, nous menacer pour dire d'oser refuser, nous allons voir ce que nous allons voir. Vous voyez que nous n'avons même pas ouvert le document. Vous avez vu comment ça s'est passé? Non seulement en une semaine, mais après la recevabilité. Rapidement, on dit procédure d'urgence. Et amendement, on n'a fait que des virgules. Et des procédures d'urgence. Les amendements étaient rien que des virgules. Des virgules. Des ponctuations. Et on a dit encore procédure d'urgence. 42, je ne sais pas comment ils sont allés déposer une demande en procédure d'urgence. Si en avril, contrairement à ce que les gens, t'as dit, Dieu va tout révéler dans ce pays. Je rends grâce à Dieu. Seigneur, tu es vivant. Dieu va tout révéler. En avril, on nous accusait pour dire que si on avait accepté, nous avons la possibilité de faire des amendements. Cette fois-ci, la responsabilité est passée. Et vous voyez, ils ont dit qu'ils veulent révéler le Bénin. Le temps pour faire des amendements. Mais je vous dis, à l'Assemblée nationale, le 5 juillet, on a demandé une procédure d'urgence. On a fait un rapport oral sur la révision de la Constitution. Si en avril, on avait accepté, c'est comme ça qu'on allait se jouer de nous. Qui veulent révéler le Bénin, oui. Mais oui, la révélation, voilà, donc on a fait la révélation du Bénin. Et négativement, malheureusement. C'est comme ça qu'on veut révéler le Bénin. On nous avait accusé en avril. Mais cette fois-ci qu'on a la possibilité d'avoir la recevabilité, on a demandé une procédure d'urgence. On a fait un rapport oral pour réviser la Constitution. On avait accepté tout quoi. Je reviens maintenant sur votre question. Oui. La élection générale. L'élection générale. Vous voyez, malheureusement, peut-être qu'on a un peu incompris. C'est bien pour dire qu'on veut faire économie. Mais quelle est l'étude scientifique qu'on a faite pour nous démontrer que si on faisait les élections groupées, qu'on va faire économie? Si on fait les élections groupées, ça veut dire quoi? C'est pas que ça va avoir lieu le même jour. Hein. Mais on aura... Non. Maintenant, même ça a lieu le même jour, on va utiliser... Si il y a 3 élections, on va utiliser 3 bulletins. On va utiliser 3 isoloirs. On va utiliser 3 urnes. On va utiliser 3 de tout. On aura gagné en temps au moins. Bon, peut-être en temps. Peut-être en temps, parce que au cours d'une même année, on va faire des regroupements. Mais là, ce n'est pas dans une journée. Non, je peux pas, puisque dans la loi, ils ont dit les élections législatives vont avoir lieu 22 jours après l'élection présidentielle. Donc je suppose qu'il y aura un petit écart. Oui. Bon, même si je supposais que c'est le même jour, donc le temps, ça va être seulement sur le temps. Mais en matière de dépenses, il parle de gains économiques, gains financiers. Le gain, même s'il va y avoir gain, ça va pas être substantiel, je ne crois pas. Par contre, je dis tous les intrants pour faire l'élection, on va utiliser
3 partout. 1. De 2, est-ce que c'est vraiment parce que les élections s'étalent? Je suis d'accord que lorsqu'il y a élection, effectivement, dans l'administration, ça ne tourne pas bien. Là, il faut être honnête pour le reconnaître. Mais est-ce que c'est ça pour autant que ça empêche vraiment le développement? Je vous dis, parce qu'on m'a dit que jusqu'en 2032, 2033, on aura 13 années d'élection ou de campagne. 2006, on a fait présidentielle au Bénin ici. 2007, législative. 2008, communale. 2011, législative. 2011, présidentielle. 2015, législative. 2015, communale. 2016, présidentielle. En 10 ans de Yaïbouni, on a fait 8 élections. Je suis 13 ans, fait 10 élections. Qu'est-ce que ça change? Ça n'a pas empêché de faire les routes, ça n'a empêché de faire les écoles. Depuis 2 ans et demi, qu'est-ce qu'on a fait? C'est parce qu'on n'a pas fait la révision qu'on a augmenté les frais de péage, on a multiplié, on a doublé. Alors, je reviens sur ça. Pour dire, je ne fais pas de l'ironie. Si on est pressé, on pense que c'est parce que peine de mort, parce que coût constitutionnel, coût des comptes. C'est pour ça qu'il va faire le bonheur des Béninois. Donc, c'est parce qu'on n'a pas fait la révision qu'on a augmenté le prix d'essence, le 60 francs en 1 mois, et qu'on a doublé les frais de pont de péage, qu'on multiplie les taxes à ne pas en finir, que les casiers judiciaires, les actes d'individualité au niveau des tribunaux, on a augmenté tout ça. C'est ça que le Béninois veut. Je reviens maintenant sur la question. Lisez bien les articles, mes amis. Et voilà encore. Ça dit, vous voyez, amenons la morale. Lisez avec moi l'article 42. Je ne vais pas vous faire le temps parce que le temps joue contre vous. Oui, il n'y en a que 3 minutes. Je lis seulement la portion qu'on a ajoutée. L'élection du président de la République est organisée de manière groupée. Suivez bien, écoutez bien. L'élection du président de la République est organisée de manière groupée avec conjonction de coordination. C'est comme ça qu'on dit, non? Avec l'élection des députés à l'Assemblée nationale. L'élection du président, article 42 nouveau. L'élection du président de la République est organisée de manière groupée avec l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne pourra plus jamais faire l'élection du président sans faire l'élection des députés. On ne pourra plus jamais faire l'élection des députés sans faire l'élection du président de la République. On est d'accord? Oui. Maintenant, on vient à l'article 156 bis nouveau. Suivez très bien mon raisonnement. L'article 56 bis 1 dit: nonobstant les dispositions de l'article 80, les députés sont élus en 2019 pour un mandat de 7 ans en vue de l'organisation d'élections groupées à partir de 2026. Autrement dit, les députés sont élus en 2019 pour un mandat de 7 ans en vue de l'organisation d'élections groupées à partir de 2026. Autrement dit, on a déjà posé le principe de base pour dire qu'on ne peut plus organiser les élections présidentielles sans les élections législatives. Article 42. On vient à l'article 156 bis 1 pour vous dire que on fait l'élection des députés en 2019. Mais après ça, c'est pour organiser les élections groupées en 2026. Ça veut dire en termes clairs que après 2019, il n'y aura plus d'élections avant 2026. C'est-à-dire, c'est tellement terre à terre. Ça veut dire qu'en 2021, il n'y aura pas d'élection présidentielle. Ceux qui me rétorquent pour dire que l'article 42, vous voyez, les gens, c'est-à-dire, franchement, je suis peiné, je souffre, je vous l'assure, mes frères, je souffre dans ma chair, je souffre. On peut faire la politique avec un peu plus de dignité, avec un peu plus de morale, avec un peu plus de vérité. On me rétorque, quand je dis ça, on me rétorque pour dire non, l'article 42 dit le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Renouvelable, je n'ai jamais contesté ça. 2006, 2011, pardon, 2006, 2016, 2021, ça fait un mandat de 5 ans. 2021, 2026, ça fait encore un mandat de 5 ans. C'est renouvelable une seule fois. Mais ça va être tacite reconduction sans élection. C'est le vrai grave. On peut sauter au ciel. On peut me dire, on peut me pendre. Mais le chef, entre-temps, a dit qu'il n'est demandeur de rien. Et puis... Très bien, voilà. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Ouais, là où nous sommes aujourd'hui, là. Oui. Là, ici, là. Lorsque vous prenez de l'huile rouge, que vous étalez sur cette table, vous allez chercher un linge blanc. Vous couvrez. Ça va rester blanc à peine 2-3 minutes. Oui. 10 minutes après, le rouge va sortir. Oui. Vous voyez, on dit que le chef n'est demandeur de rien. Et pourquoi le gouvernement court alors pour faire toutes ces communications? C'est ça qui paraît curieux. Et c'est ça que je dis, depuis un moment, tout ce qu'on appelle proposition de loi à l'Assemblée nationale, ce n'est que des projets qu'on transforme en proposition. Ce n'est pas le gouvernement qui a demandé. On a même dit, j'ai entendu même grand de BMP dire à la télévision, on a même supplié le président pour accepter. Quelqu'un qu'on a supplié pour accepter.
Et c'est lui maintenant qui envoie son directeur de communication, envoie ses ministres, envoie tout le monde pour courir comme ça là. Vous voyez qu'on fait de la supercherie. Mieux, j'ai entendu mon président de la République dire dans ce pays, je pense à moi. Je pense à moi d'abord. Je pense à moi tout le temps. Vous pensez que pourquoi vous rappelez ça là? Je vais vous faire le lien maintenant. C'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui, qui pense à lui tout le temps. Vous pensez qu'il va donner 3 ans gratuitement aux députés sans penser à lui? Ah. Le mandat des députés part de 4 ans à 5 ans. Ça fait 1 an. 7 ans. D'accord. D'abord à 5 ans. C'est-à-dire formellement. C'est-à-dire on veut aligner le mandat des députés au même titre que tous les autres. Donc de 4 ans à 5 ans, 1 an. Maintenant, on leur donne un module de 2 ans. Pour rester là, au lieu de partir en 2004, en 2024, ils vont rester jusqu'en 2026. C'est pourquoi on parle de 7 ans. Donc on leur donne 3 ans. Vous pensez que le patron qui leur donne 3 ans ne va rien sortir c'est ça, il s'est octroyé par ce silence au niveau du test là. Mais c'est ça le problème. Mais donne-nous le temps est complètement parti. Oui, on m'a dit qu'on a fait 1 minute de plus. Oui, j'ai noté à travers donc les interventions de l'honorable qu'il y a vraiment une véritable crise de confiance dans la République et il faut restaurer vraiment l'éthique et la morale pour que la politique se fasse vraiment autrement. Oui, c'est ainsi va l'actualité au Bénin. Valentin Djanontin, merci pour la disponibilité, pour ces éclairages apportés. Une petite adresse à l'endroit de vos mandats, 30 secondes. Oui, merci beaucoup. D'abord, je remercie votre chaîne parce que vous m'avez donné cette opportunité. Ailleurs, on m'a invité, on m'a supplié même pour venir. Mais à la dernière minute, on me dit non, que je suis devenu indésirable. C'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est sur la chaîne nationale, la radio nationale. On m'a dit de venir, on me dit non, ne viens plus, parce que pour des raisons indépendantes de nos volontés. Donc si j'ai cette opportunité, je ne peux que vous remercier. Et je demande à la population d'être vigilante. Vous voyez, je dis, et je demande aux hommes politiques, vraiment, que nous fassions l'effort d'amener un peu l'éthique et la morale à la politique. Et ceux qui pillent, qui sachent qu'un jour ils seront pillés. Ceux qui sont en train de faire le mal, on ne récolte que ce qu'on a semé. Et qu'on cesse d'instrumentaliser les femmes, de leur mentir. Femmes béninoises, est-ce que c'est seulement pour que tu aies 24 femmes à l'Assemblée qu'on veut réviser la Constitution et on te réduit seulement à l'Assemblée? Tu ne peux plus être ministre, tu ne peux plus être préfet, tu ne peux plus être DG, tu ne peux plus être dans les conseils communaux, dans les conseils locaux. C'est ça le complot qu'on fait sur ta tête. Merci à vous, Valentin Djanontin. Quand je viens maintenant, ce fut un plaisir, cette co-animation. On se retrouvera sans nul doute demain pour d'autres aventures ensemble. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci pour la présence permanente. Que sommes-nous sans vous? Rien. Cette citation, enfin, de l'artiste écrivain, philosophe français Victor Hugo, avant de prendre définitivement congé de vous. Il n'y a ni mauvais herbes, ni mauvais hommes. Il n'y a que de mauvais cultivateurs. Tout dépend de la façon dont vous y prenez dans la charge à vous confier, car vous avez été bâti bon pour faire de bonnes choses. Mais quand vous décidez de faire autrement, vous devenez simplement ce que vous aidez les gens à découvrir en vous. Merci d'avoir été des nôtres. À très vite.